On y va? Alors c'est parti. On va commencer avec le mois de Nissan. Le mois de Nissan commence bientôt. Et il y a pas mal de coutumes à faire pendant ce mois-ci. Donc les 15 jours avant Pessah. Parce que le 15 Nissan, c'est déjà le moment de Pessah. Alors premièrement, depuis le jour de Purim, nous sommes 30 jours avant Pessah. C'est pour ça qu'il faut commencer à réviser déjà les lois de Pessah, qui sont assez compliquées. Alors premièrement, on ne va pas du tout au cimetière pendant tout le mois de Nissan. Du tout, du tout. Sauf si, Chaz Shalom, il n'y a pas eu le choix, parce que quelqu'un est décédé, mais sinon on n'y va pas. On va parler aussi de la lecture du passage du Nassi. C'est l'histoire du prince d'Israël, l'importance de la lecture de le lire pendant le début du mois de Nissan. On va expliquer après ce que c'est. On va parler aussi de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est le grand Shabbat qui se trouve juste avant Pessah. On appelle le grand Shabbat, on va expliquer aussi pourquoi. Et bien sûr, après on va parler de la bénédiction des arbres. En fait, comme le printemps commence à Pessah, donc un petit peu avant déjà, on fait la bénédiction des arbres fruitiers, qu'on appelle Birkat Ha'ilanot, la bénédiction des arbres. Lorsqu'on arrive à ce moment-là pour faire la bénédiction des arbres, il y a plusieurs lois, comment on le fait, où on le fait, avec quelle bénédiction, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire cette bénédiction des arbres pendant la nuit ou seulement pendant la journée? Est-ce qu'il faut le faire avec plusieurs personnes? Est-ce que les enfants et les femmes doivent faire cette bénédiction? Il y a toutes les lois qui vont après. Après, on va parler aussi de Kimcha de Pisra. Kimcha, c'est en araméen qui vient du mot Kemach, qui veut dire la farine. Et Pisra, ça vient du mot de Pessah. Donc la farine de Pessah. Étant donné que Pessah arrive, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de quoi manger. Je vais ouvrir. Il y a du Lipton, il y a de l'eau, un chat. On la bracha ensemble. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonah. Amen. Donc on va parler du mois de Nissan, la bénédiction des arbres. On va parler du panier de Pessah qu'on donne pour les pauvres, qu'on appelle la farine de Pessah, Kimcha de Pisra. On va parler de comment est-ce qu'on cachérise une vaisselle. On ne va pas rentrer trop dans le détail, à part si vous avez des questions spécifiques, mais on va donner les grandes lignes. Après, on va parler de ce qu'on a le droit de manger à Pessah, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Comment fonctionne la matzah, quelles sont les sortes de matzah, quelle bénédiction on fait sur la matzah. Après, on va parler des choses qui sont non comestibles, comme par exemple des shampoings, des gants, des ballons d'anniversaire, tout ça. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir pendant Pessah ou pas? Étant donné que des fois il y a de la farine, par exemple sur les ballons, pour ne pas que ça éclate ou que ça garde, il y a un petit peu une sorte de farine comme ça dessus. Tout ce qui est produit de toilette et comestique, c'est aussi problématique des fois parce qu'on le met sur le corps. Et des fois il y a des choses qui sont chametz à l'intérieur, des fois c'est pas. Donc il faut savoir lesquelles on a le droit, on n'a pas le droit. Les médicaments, il y a des médicaments qu'on a le droit de prendre pendant Pessah, d'autres qu'on n'a pas le droit, d'autres qu'on est obligé. Alors dans quel cas et comment faire? Surtout, on va parler aussi de la vente du chametz qu'on fait tous les ans. Donc, on vend son chametz pour ne pas qu'on ait du chametz à possession. Parce qu'il y a 3 problèmes à Pessah, c'est qu'on n'a pas le droit d'en avoir qui nous appartient, on n'a pas le droit de voir ce chametz qui nous appartient, mais on n'a pas le droit encore moins d'en manger, même si ça ne nous appartient pas. Et après, on va parler de la bdikat chametz, de la vérification du chametz qu'on doit faire la veille de Pessah, et aussi du lendemain qu'on doit brûler le chametz, en même temps avec l'histoire du jeûne du premier-né. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Et la semaine prochaine, on parlera de Pessah en soi, avec aussi la Haggadah. On essaiera de voir un petit peu les explications qu'il y a dedans. Alors, premièrement, il faut savoir que le mois de Nissan, c'est un mois très important, puisque c'est un mois où on a l'habitude de rajouter beaucoup de tzedaka. Toujours aider un maximum pour le mois de Nissan. Pourquoi? C'est très simple, c'est le mois où on est sorti d'Égypte. Donc automatiquement, si nous aussi on veut sortir d'Égypte, il faut faire un pas vers Dieu. C'est pour cela que lorsque on s'entraide, ça rappelle à Dieu qu'on est un peuple et qu'on est unis. Alors il vient s'unir avec nous. Et donc il nous aide aussi. Maintenant, dans le mot chametz, il y a entre le mot chametz et le mot matzah, il y a une seule différence. C'est quoi? C'est que dans le mot chametz, c'est chet mem tzadik,
matzah c'est même tzadik, donc comme dans chametz, mais à la fin c'est un he. Donc dans le chametz au début c'est un chet, à la fin de matzah c'est un he. La différence entre chametz et matzah c'est combien? C'est 3. Parce que le chiffre he de matzah c'est 5 et le chet de chametz c'est 8. Donc entre 5 et 8 il y a 3. Il faut savoir que la différence entre le bon penchant et le mauvais penchant, dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, c'est expliqué qu'il y a 3 choses qui font la différence pour savoir qui est-ce qu'on est en train d'écouter. Est-ce que le conseil est bon ou pas? Il faut vérifier 3 choses. Alors, considère 3 choses et tu échapperas à la faute. Premièrement, sache de où tu viens, sache où tu te diriges et devant qui tu devras rendre des comptes. Lorsqu'on fait attention à ces 3 points, la force de son Yetzer Hara va devenir plus petite, va descendre de 8 jusqu'à 5, et de chametz, ça passera à matzah. Qu'est-ce que ça fait comme différence si on est plus chametz ou matzah? C'est très simple. Le chametz, c'est quelque chose qui gonfle. La matzah, c'est quelque chose qui est plate. Lorsqu'une personne elle est orgueilleuse, elle gonfle. Alors elle est chametz, c'est-à-dire qu'elle écoute son mauvais penchant. Par contre, lorsque quelqu'un sait être humble, alors il écoute plus son yetzer tov, son bon penchant. Mais pourquoi ce serait tellement pas bien d'être orgueilleux? C'est très simple. Lorsqu'on est orgueilleux, on n'a pas l'occasion même d'écouter l'autre. Automatiquement, on fait que ce qu'on pense et on ne peut que tomber. Parce que le chet, c'est comme ça comme l'être, le chet. Et lorsqu'on est là, même si on est tout en haut, la seule possibilité de sortie, c'est en bas. Alors que le he, c'est exactement la même chose, sauf que c'est ouvert ici. Et donc, même si de temps en temps on peut tomber, on peut aussi s'en sortir. Ça, c'est la force de l'humilité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan qu'il faut commencer à faire très attention? On est 15 jours avant Pessah, c'est bientôt, c'est le 28 cette année, 28 mars. Il faudra commencer à faire très attention à ce qu'il n'y ait plus de chametz à la maison. Pourquoi c'est tellement important? Premièrement, le premier du mois de Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, c'est le moment où le Mishkan, le sanctuaire, a été inauguré. Le petit Beth Amikdash qui était dans le désert avec Moïse, c'est le premier Nissan que ça a commencé à être inauguré. C'est pour cela qu'on va parler tout de suite après de lire le Nassi. Le Nassi, c'est quoi? C'est que tous les jours, à partir du premier du mois de Nissan, il y avait une tribu qui venait et qui offrait un sacrifice à ce Beth Amikdash, à ce petit temple, ce sanctuaire, pour l'inauguration. Ça a duré 12 jours, puisqu'il y a 12 tribus. Et seulement à la fin, à ce moment-là, il y a eu toute la fête, que tout le monde n'a pas pu venir et faire le truc. Donc, comme tous les jours, il y a un autre tribu qui vient et qui amène un sacrifice, on a l'habitude tous les jours du mois de Nissan de lire la partie du sacrifice de chaque tribu. Pourquoi on doit lire chaque tribu? Parce qu'on ne sait pas de quelle tribu on vient. Ce qui fait que pour être sûr qu'on a lu la bonne, on lit toutes les tribus. Ah, non, Heinz. Tu peux avoir le temps. On avait à peine commencé, on était au début du mois de Pessah. Le mois de Pessah s'appelle le mois de Nissan. Le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, il y a eu plein de choses qui s'est passées. On avait commencé à expliquer la première chose. La première chose qui s'est passée le premier du mois de Nissan, c'est l'inauguration du petit Beth Amikdash qu'il y avait dans le désert, qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire. Et donc tous les jours, il y avait une des 12 tribus qui venait, qui offrait un sacrifice pour inaugurer le temple. Et donc on a l'habitude tous les ans, à partir du premier jour du mois de Nissan, pendant les 12 prochains jours, de lire chaque jour la partie de chaque tribu qui a amené le sacrifice. Pourquoi? Étant donné qu'on ne sait pas de quelle tribu on vient. Alors on lit les tous, comme ça on est sûr d'être dedans. Et il y a une ségoula, une sorte de conseil que la Torah nous dit, si on fait attention à bien lire les 12, Dieu il nous aide que pendant les 49 jours du Homer, eh ben c'est pas évident de ne pas rater un, pendant 49 jours de suite. Alors Dieu il nous aide, si on a fait attention à ces 12, que pendant les 49 jours on ne va pas rater. Après il ne faut pas faire exprès de rater non plus, mais en tout cas il nous aide un petit peu plus pour ne pas rater. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre le premier jour du mois de Nissan, à part que les tribus ont commencé? C'est que Aaron, le grand prêtre aussi, a commencé le service dans le temple. Il a allumé la menorah, c'était toute une grande histoire. Et aussi, surtout, le feu du ciel est descendu sur terre. Le feu de Dieu est venu pour manger le premier sacrifice. Donc à ce moment-là, tout le monde était content, parce que vous imaginez, vous préparez, vous construisez, etc. Le temple était là pour faire pardonner les fautes du peuple juif. Ils mettent le sacrifice sur l'autel et ils attendent. Est-ce que Dieu va accepter le sacrifice? Et ils voient, il y a un feu qui descend et qui mange le sacrifice, entre guillemets. Et donc ce feu est resté pendant plus de 400 ans allumé.
Ils l'ont gardé, toujours le même, qui a gardé jusqu'au premier temple. C'est une histoire de fou. 400 ans le premier Beth Amikdash, 440 ans je crois le deuxième. Donc c'est long à garder tous les jours, toute la nuit. Il y a des gens, des Kohanim qui venaient, qui rajoutaient du bois pour ne pas qu'il s'éteigne. C'était le feu divin. C'était du feu. Après il y a eu la Shekhinah, donc Dieu est venu résider avec le peuple juif. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si on sait que Dieu est avec nous, comme on a expliqué dans le Timot de Torah, je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, mais tout le temps on dit oui, on voudrait que Dieu réside avec nous, mais de toute façon il est avec nous. C'est quoi la différence? Il y a quand il est avec nous de façon cachée, et il y a quand il est avec nous de façon un peu plus dévoilée, on le sent, on sent qu'il y a quelque chose qui est avec nous. Alors la Shekhinah, Dieu est venu résider avec le peuple juif, ils sentaient que Dieu était avec eux. Ça c'est on n'est pas. Shekhinah, c'est la présence de Dieu. Ah, okay. Mais le mot Shekhinah, ça vient du mot Lishkan, ça veut dire s'intégrer, rentrer à l'intérieur. À ce moment-là, il venait vraiment se résider avec le peuple juif. La première bénédiction des Kohanim, qu'on fait à chaque fois pour les fêtes, Yivarechecha, Hashem, Ishmerecha, etc., c'était ce premier jour-là. Première fois, le Kohen, Aaron HaKohen, il vient, il bénit le peuple juif. Vous imaginez la première fois, Aaron HaKohen, le grand prêtre. C'est le premier du mois du calendrier juif. Tout le monde pense que c'est Tishri parce que c'est Rosh Hashanah. Dans le calendrier juif par rapport aux fêtes, le Rosh Hashanah c'est Nissan. Et depuis ce jour, il a été interdit que Dieu il a besoin de manger. De toute façon, il n'a pas besoin de manger, c'est Dieu. Donc le sacrifice, il n'est pas pour lui, il est pour nous. Parce que lui, il n'a pas besoin. Donc pourquoi pour nous ce serait tellement important? Premièrement, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Un qui est le plus simple à expliquer, c'est celui qu'on appelle Khatat. Khatat, c'est le sacrifice de pardon. Quelqu'un qui vient et qui demande. Il s'installe, il dit au Kohen, voilà, j'ai un mouton pour me faire pardonner une faute, une vache, j'en ai. Et il dit, voilà, il dit, quelle faute? Il faut le dire. Il dit, quoi, toi, tu as fait telle faute, oh là là. Et tout le monde te voit, t'entend, tout le monde. Donc la honte, imaginez la honte. Tout le monde te regarde, tout le monde sait que tu as fauté. Bon, en plus il fallait passer par tout le marché de Jérusalem avant d'arriver au temple. C'est-à-dire que tout le monde vous voyait arriver avec la vache et que tout le monde voyait que vous aviez fauté, que vous êtes... On arrive au temple, on donne au Kohen. Et le Kohen nous dit, mets tes mains sur la tête de la vache et dis toutes les fautes que tu as envie de te faire pardonner pour que ces fautes-là aillent dans la vache. Comment on fait avec les caparottes? À ce moment-là, le Kohen va enlever la vie à l'animal. Et va dire à la personne, tu vois ce qu'on est en train de faire à l'animal? C'est ce qu'on aurait dû te faire à toi parce que tu as fait telle faute. Mais puisque Dieu est tellement gentil, il préfère que la punition arrive chez l'animal et pas sur toi. Donc à ce moment-là, il y a toute une émotion qui vient chez la personne. À ce moment-là, on demandait aux Lévis qui étaient sur les marches du temple de chanter une chanson. Chaque chanson était par rapport à telle personne, par rapport à tel sacrifice qu'il a amené. Quand c'était pour le pardon, c'était une musique lente qui réveillait les sens. Quand c'était pour remercier Dieu qu'il a eu un enfant, c'était une chanson qui était plus joyeuse. Et donc il y avait toute une émotion, mais tout ça c'était pourquoi? Pour réveiller la personne à faire teshuva véritablement. Parce que si on amène un animal à faire égorger, brûler, ça ne sert à rien. Le but c'est pas ça. Le but c'est de faire réveiller à ce que la personne demande véritablement pardon. Ça c'est pour expliquer le khatat. Alors, il y a d'autres sacrifices. Pour remercier, comme j'ai expliqué, quand on a un enfant, on remercie. On marque ce jour avec une très très grande souda, avec un très grand repas. Là, je parle du premier jour du mois de Nissan, avec du nougat, avec de la halva. Il y en a qui ont l'habitude de verser de l'huile dans un récipient, d'allumer une veilleuse. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, ce qui est important, c'est pas seulement de faire la fête, Au mois de Nissan, on ne va pas. Les seules fois où on peut aller, c'est lorsque quelqu'un y va qu'une fois très rarement, il va en Israël par exemple, et il n'y a que là-bas qu'il peut aller le voir, donc il n'a pas le choix. Dans ces cas-là, c'est autre chose. À ce moment-là, il peut aller. Mais sinon, dans ces cas-là, sinon, simplement s'il va souvent et que c'est juste une fois de plus, ça, on ne va pas au cimetière. Vraiment dans un cas spécial. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de problème. Donc, on va parler maintenant de la lecture du Nassi. La lecture du Nassi, c'est quoi? C'est la prière que l'on fait tous les jours, depuis le premier jour du mois de Nissan, où on rappelle les 12 tribus qui viennent offrir un sacrifice, comme ils faisaient dans l'inauguration du temple. Et ça, c'est quelque chose de très important à faire, surtout qu'à la fin de chaque
fois qu'on parle d'une tribu qui vient amener ce sacrifice, on dit voilà, et si moi j'étais de cette tribu, alors qu'Hachem il fait comme si aujourd'hui je viens d'offrir mon sacrifice et qu'il me donne bénédiction, réussite, etc. Donc c'est très très important à partir du premier mois de Nissan de faire ça. On ne sort pas spécialement à Sefer Torah pour lire cette partie, mais c'est bien de le faire à la synagogue lorsqu'on est là-bas le matin, de profiter à ce que tout le monde le lit ensemble pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'après dans la journée, c'est souvent qu'on l'oublie. Ok ? Après, il y a le Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, c'est le dernier Shabbat avant Pessah. Juste avant Pessah, on appelle ça le Grand Shabbat. Pourquoi on appelle ça le Grand Shabbat? Vous vous rappelez? Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tous les ans. La réponse, elle est que, en règle générale, dans une guerre, c'est toujours les bleus contre les rouges, et il y en a un qui gagne. Ok? Mais on a rarement vu que les bleus se battent contre les bleus pour que les rouges gagnent. Ça, c'est plutôt rare. Et ben, en Égypte, lorsque Moshe est venu dire voilà, il y aura bientôt la mort des premiers-nés, les premiers-nés ont pris les armes contre Pharaon pour faire sortir les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on sait qu'on va mourir. On voit bien. Avec les 9 d'avant, tu crois il ne va pas se taper, hein? C'est pas comme ça de temps en temps. Donc, qui partent? Qu'est-ce qui reste ici? Ils nous ont déjà tout détruit. Qu'est-ce que tu veux encore rajouter? Et donc, ils ont pris les armes, les Égyptiens, contre les Égyptiens pour laisser partir les Juifs. Ça, c'est plutôt rare. Et donc, ça, c'est le Shabbat qui était juste avant la sortie d'Égypte. Ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. Alors, il y a une autre raison que vous n'allez peut-être pas aimer, mais c'est comme ça. C'est le Shabbat où le discours du rabbin est le plus long. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shabbat Agadol. Pourquoi c'est le plus long? Tout simplement parce qu'on a tellement de choses à dire sur Pessah qui sont importantes. Alors on est obligé d'en parler. Automatiquement, ça prend plus longtemps. Oui, ça c'est l'autre version. Ça c'est l'autre. Première. Et plus original. Hein. Alors, maintenant on va parler de la bénédiction des fruits. Si vous avez des arbres fruitiers à la maison, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est important de faire la bénédiction des fruits. Il faut savoir que lorsqu'on fait la bénédiction des arbres fruitiers à partir du premier jour du mois de Nissan, on peut le faire normalement jusqu'à Pessah. Si on ne l'a pas fait, on peut le faire jusqu'à la fin du mois de Nissan. Donc on a 1 mois. Et on va devant? On va devant les arbres. On voit le bourgeon des fruits qui commence et on bénit Dieu et les arbres qui sont en train de nous donner des fruits pour la prochaine saison. Alors normalement, c'est mieux de faire ça devant 2 arbres fruitiers, pas devant 1. Mais il y a une histoire de Rabbi Chaim de Brisk qui avait l'habitude d'aller dans le jardin d'une veuve et que tous les ans elle attendait, elle préparait sa maison et son jardin le plus beau possible parce qu'elle savait que le rabbin de la ville venait chez elle pour faire la bénédiction sur l'arbre. Sauf qu'il y avait combien d'arbres fruitiers dans son jardin? Un seul. Alors ses élèves lui ont dit mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu viens spécialement faire la bénédiction 1 fois par an chez elle alors qu'elle a un? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit c'est très simple. Parce que qu'est-ce qui pourrait faire plus plaisir à Dieu? Que je fasse un sourire à un arbre ou que je fasse faire un sourire à une veuve? Et voilà. Donc c'est sûr que c'est mieux de faire devant 2. Mais à choisir entre faire plaisir à une dame qui toute son année, c'était l'attente que le rabbin vienne chez elle, il n'y a pas plus important que ça. Donc il faut des fois faire attention quand on veut faire le mieux possible, que ce qui est sûr, c'est que c'est sans faire honte ou problème à quelqu'un, sinon c'est sûr que Dieu n'aime pas. Et si encore plus que ça, on peut faire plaisir à quelqu'un, ça c'est encore mieux. Donc il y a plusieurs coutumes comment on le fait. En tout cas, la base, c'est qu'on ne fait pas cette prière pendant Shabbat. Pour cela que je ne vous ai jamais amené dehors, même qu'il y a des arbres fruitiers pas loin, pour faire cette bénédiction. Pourquoi? De peur que si on voit des fruits, on va commencer à les cueillir, et ce qui est interdit pendant Shabbat. Mais par contre, pendant la semaine, si vous avez la possibilité, vous arrêtez, faites la bénédiction, et si vous avez des arbres fruitiers à la maison, c'est encore mieux. Un jour, vous amenez tous vos amis à la maison, et vous faites une petite soirée, et on fait la bénédiction tous ensemble. Ça, c'est magnifique, de pouvoir organiser que les Bnei Israël, que les Juifs de la communauté puissent faire cette bénédiction. Le soir aussi. Oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait cette bénédiction, en fait. Oui, moi je le Voilà. C'est rare ceux qui savent déjà qu'il faut faire, et encore moins connaître la bénédiction par cœur, moi je ne la connais pas. Donc il n'y a pas de souci. Non, mais ce qui est important, c'est de le faire. Donc on le fait entre le 1er Nissan et le 30 Nissan. C'est mieux avant Pessah. C'est mieux avant Pessah, mais sinon on peut le faire jusqu'à tout le monde. Ok? Alors la seule personne qui ne peut pas faire la bénédiction, c'est l'aveugle. Parce que le but, c'est de voir que le fruit va commencer à pousser. Lui, il ne peut pas, donc il ne pourra pas faire la bénédiction.
Mais par contre, les femmes et les enfants ont l'habitude de le faire. Ça, c'est important. Maintenant, on va parler de Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, c'est une mitzvah très très importante avant Pessah. À partir de Purim, déjà, on commence déjà à ramasser de l'argent pour pouvoir donner à ce que chacun puisse manger à Pessah. Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger à Pessah. Je ne parle pas que de la matzah, je parle en général, ils n'ont même pas de quoi manger. Donc on doit faire très attention à donner pour le panier de Pessah, ce qu'on appelle Kimcha d'Episra, qui veut dire la farine de Pessah. Pourquoi on appelle ça farine? Parce qu'avant, les gens ils donnaient un peu de farine pour qu'ils puissent se faire de la matzah. Parce que c'était quand même la base du repas. Alors la question, elle est combien il faut donner? En fait, il n'y a pas de somme, ça varie par rapport aux moyens de chacun. Il faut se rendre compte qu'on a l'habitude de donner tant pour que nous, on puisse manger, se rendre compte qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de quoi manger, alors au moins donner quelque chose pour qu'ils puissent manger un repas. Quelqu'un qui n'a pas spécialement beaucoup, donner déjà une pièce, c'est déjà énorme. Mais après, ça varie chacun aux autres. Très très important par contre que tout le monde puisse manger ce qu'on appelle des matzot shmurot. Il y a des matzot qui sont faits avec la machine. Le problème c'est que c'est pas 100%, bon, c'est quand même très très bien vérifié qu'il n'y ait pas de chametz à l'intérieur. Mais pour être sûr à 100% qu'il y ait vraiment, ce soit une matzah qui est top de chez top, à 100%, il faut que ce soit fait à la main. Et que depuis le moment où le blé a été coupé jusqu'au moment où ça arrive dans le moulin, que du moulin dans la farine, de farine dans le sac est gardé dans un endroit sec, qui arrive après dans l'endroit, et de là on a attendu moins de 18 minutes pour qu'il soit cuit et qu'il est mis dans un carton qui est bien sec pour ne pas que ce soit humide. C'est un gros travail, c'est ce qu'on appelle une matzah qui est shmura. Shmura, ça veut dire garder, depuis le moment jusqu'à la fin. Et donc ça coûte pas spécialement énormément cher, ça coûte, parce que c'est quand même quelque chose de plus. Mais vous pouvez acheter de plusieurs façons. Il y a les cartons de 3 matzot, tout juste pour le seder de Pessah. Et il y a les cartons où il y a 1 kilo. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez tenir pendant plus longtemps. Donc ça, c'est une base très importante à ce que tout le monde puisse avoir ces matzot pour le seder de Pessah au moins. Quelle est la mitzvah minimale? Minimale, c'est de manger chacun un kazaït, 2 kazaït de matzah pour le... Ils sont cool là-bas. 2 kazaït de matzah pour le soir. Kazaït, que veut dire kazaït? Ça veut dire comme une olive. Kezaït. Ce qui veut dire 30 grammes. Mais ça, c'est juste pour le seder de Pessah? C'est le minimum, c'est manger kezaït, c'est-à-dire le minimum comme le poids d'une olive, c'est à peu près 30 grammes, de matzah, shmura, pour le soir du seder. Et après chaque jour de Pessah, il y a aussi un... Non, après il n'y a plus d'obligation de manger de la matzah. Ah, ok. C'est bien, mais ce n'est pas l'obligation. L'obligation, c'est le premier soir. Ok. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'argent du maaser pour acheter cette matzah? Alors, c'est très compliqué. C'est pour cela que si on veut l'utiliser, on peut, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu de notre argent personnel, pour que lorsqu'on mange, parce que le problème c'est que l'argent du maaser, c'est pas notre argent. L'argent du premier dixième qu'on a, quand on reçoit le salaire, le premier dixième, c'est pas notre argent. C'est l'argent qu'Hachem nous donne pour qu'on puisse l'offrir à quelqu'un. Donc c'est pas notre argent. Donc quand on achète avec cet argent de la matzah qu'on va manger, c'est entre guillemets un petit peu comme si c'est pas notre matzah. Alors on peut, si quelqu'un il n'a pas le choix, il n'a pas assez. Mais c'est pas 100% top. C'est pour cela que c'est important de l'acheter avec notre argent personnel. Ok? Alors, comment fonctionne la cachérisation des ustensiles? Premièrement, le mieux c'est de ne pas cachériser, c'est de tout avoir des trucs spéciaux Pessah. C'est très compliqué de cachériser. Alors la cachérisation de la vaisselle, je vais vous donner les grandes lignes, d'accord? La base de la cachérisation, c'est une phrase en hébreu. Ke-bol-o, kach polto. Comme ça bol-o, comme ça c'est rentré à l'intérieur, comme ça va ressortir. Imaginez, vous avez une marmite. Comment on fait cuire des pâtes? Avec de l'eau chaude. Ce qui veut dire que le maximum du degré que la marmite ait pu aspirer à l'intérieur des parois de fer, c'est de l'eau chaude au maximum qui ébullit. D'accord, qui est en ébullition. Donc, pour pouvoir faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut mettre au moins au même niveau. Donc, si on met cette marmite dans de l'eau chaude qui bout, automatiquement, ça va ressortir. Donc, il faut mettre au même niveau. Mais si je prends par exemple le truc du barbecue, que ça c'est dans le feu, et que je le mets dans de l'eau chaude, ça sert à rien.
parce que le feu c'est beaucoup plus fort que l'eau chaude. Donc l'eau chaude va faire enlever une partie, mais pas tout ce qui est rentré à l'intérieur, puisque il faut donc automatiquement avoir la même force de feu par rapport à ce qui est rentré. C'est vrai que pour cachériser un four, par exemple, il faut que ce soit à la même chaleur. Et donc, quelles sont les bases pour cachériser un ustensile, un four ou autre? La base, elle est comme ça. Premièrement, il faut qu'il soit propre à 100%, sans tache de graisse, propre. Après qu'il soit propre, on doit attendre 24 heures. 24 heures sans utilisation. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est très simple. Parce que lorsque à l'intérieur d'une paroi, en fer ou autre, il y a de la nourriture, pendant les 24 heures, elle est encore forte. Elle a encore de quoi sortir. Après ces 24 heures, c'est comme de la poussière. Donc même si la cachérisation n'était pas, on va dire à 100%, mais 99%, 99%, même s'il y a quelque chose encore qui reste, c'est considéré comme de la poussière. Et donc c'est pas problématique. Donc la base avant toute cachérisation, c'est deux choses. Propre, puis 24 heures sans utilisation. Après ça, on peut cachériser. Et là, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on utilise. Un évier, par exemple, il faut que ce soit avec de l'eau chaude, ou avec un chalumeau, parce que c'est encore plus fort. Mais de l'eau chaude en général, étant donné que c'est toujours de l'eau chaude qui va dans l'évier, alors on met de l'eau chaude dessus, qui va faire sortir. Et donc un four, c'est à l'allumer à fond. Après qu'il soit propre, et 24 heures, on l'allume à fond, puisque c'est le maximum qui peut arriver. Après, s'il y a des tâches qui ne veulent pas partir, là, il faut le chalumeau, mais après, ça dépend du cas. Donc, la base, elle est comme ça. Au moment, comme elle est rentrée, comme ça, il faut le faire sortir. D'accord? Mais la base, toujours, c'est propre et 24 heures sans utilisation. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont plus compliquées, comme par exemple le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il faut de toute façon le faire propre, laver à la main. Après 24 heures sans utilisation, et après quand on va le faire tourner à vide, il faut quand même mettre le produit. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui s'appelle aussi pagoum. À l'intérieur, quand je vous ai dit à l'intérieur des parois, après 24 heures, c'est comme de la poussière, c'est pas vraiment comme de la poussière, c'est encore un petit peu de l'aliment. Mais cet aliment est pagoum. Pagoum, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien. Comme de la poussière, mais c'est pas vraiment de la poussière, il ne vaut plus rien, il ne peut pas donner de goût, il n'y a plus vraiment de l'existence. La même chose dans les différentes pièces du lave-vaisselle. Lorsqu'on va mettre ce produit va rendre immangeable tout ce qui aurait pu être à l'intérieur. Parce que c'est du produit, ça brûle. Donc même s'il y avait quelque chose, il devient immangeable. Et du chametz, c'est que quelque chose de mangeable. Si c'est quelque chose qui n'est pas mangeable, c'est pas problématique dans le chametz. Les hottes, par contre, c'est très compliqué. Parce que la hotte, il y a toute la graisse qui est allée là-bas. Donc la hotte, c'est où on l'enlève complètement, on la lave, mais alors avec des produits vraiment professionnels qui enlèvent toute la graisse. Mais attends, si on allume la haute... On n'allume pas la haute en général à Pessah pour ne pas qu'il y ait ce problème, pour ne pas qu'il y ait encore à l'intérieur quelque chose qui pourrait tomber. Eh oui. Donc en général... À côté, il y a rien qui s'est tombé. Donc en général, on n'utilise pas la haute pendant Pessah. Mais si on a changé tout, qu'on a fait passer au Karcher et qu'on a enlevé, qu'on a mis dans un truc, ok. Mais il faut faire attention quand même parce que c'est très très problématique l'histoire des hottes. Par contre, tout ce qui est frigo et congèle, en soi, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a jamais été du chaud à l'intérieur. Mais il y a quand même quelque chose qui s'appelle kavouche. C'est quoi kavouche? Imaginez, vous prenez un morceau de steak, et un des enfants, il l'a mis dans un bol de lait. Il restait un peu de lait au fond. Il n'a pas vu. Et vous vous réveillez le lendemain matin, et vous voyez le steak qui trempe dans le lait. Alors, première question, est-ce que le lait, on peut le manger? Est-ce qu'on peut boire le lait? De Pessah? Non, je parle en général. Ah, ouais. Là, il y a du lait et de la viande. Hein. Non. Ah, alors non. En soi, qu'est-ce qu'il y a? Le steak était froid, le lait était froid. Quel problème? C'est pas mélangé. Il n'y a aucun problème en soi. C'est froid. Oui, d'accord, je parle pas de l'envie, je parle de la loi. Je parle de la loi. En soi, il n'y a aucun problème. Le steak, il a touché de lait froid. Ok, et alors? C'était froid, on le rince bien, on peut manger? Quel problème? Ah, ça, c'est le problème. Si c'est froid, Oui. quel problème? Il n'y a aucun stress, c'est froid. C'est comme si par exemple dans le frigo, vous avez un morceau de fromage et un morceau de viande, les deux se sont touchés sans faire exprès. À quoi vous jetez tout? C'est pas grave. Bien sûr c'est grave, c'est un problème, il faut faire attention. Mais vous rincez, vous frottez, vous enlevez, c'est fini, makara. Maximum vous voulez être tranquille, vous coupez un petit morceau. Mais c'est pas, le fromage n'a pas pu aller à l'intérieur de la viande, et inversement, puisque
c'est pas chaud. C'est à 5 degrés là. Il n'y a rien. Tant que c'est pas chaud, il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur. Par contre, il y a un problème quelque part. Le problème, c'est que lorsque ça reste 24 heures dans un liquide, ça rentre à l'intérieur comme si ça avait cuit. Et là, c'est considéré comme si c'est cuit. Ce qui fait que si votre steak il est resté 24 heures dans le lait, c'est comme s'il est cuit. Et après le bol, qu'est-ce que tu vas faire Et le bol est aussi le même problème. Il faut le cachériser après. Oui, c'est ça. C'est un problème. C'est pour cela que ce qui peut être souci en général, ce sont les éviers, parce que ça reste des fois longtemps. Il faut de toute façon cachériser. Les plans de travail peuvent être problématiques. Le frigo peut être problématique si des fois ça coule et qu'on n'a pas vu et que le lendemain on se lève et puis on dit pas tout de suite je vais laver tout à l'heure, etc. 24 heures, c'est rentré à l'intérieur. Oui, ça. Donc, on ne doit pas cachériser. On doit simplement bien laver. Mais il y en a qui ont l'habitude de rajouter une sorte de papier alu ou des trucs dessus pour être tranquille que ça touche pas, que pendant Pessah, ça touche pas tout ce qui a été Hametz pendant l'année. Par contre, tout ce qui est biberon, tout ça, il y en a qui ont l'habitude de changer, il y en a qui ont l'habitude de cachériser et de changer la tétine, par contre. Comme les brosses à dents. Comme les brosses à dents, on jette, ça c'est sûr. Une fois par an, de toute façon, ça c'est... On n'a pas le choix. Alors, il y en a qui ont des plombages et qui ont l'habitude de ne pas manger chaud pendant tout Pessah. Ou alors, de ne pas manger chaud pendant déjà quelques jours avant Pessah, pour que ce qui est à l'intérieur des plombages ne soit pas problématique. Aujourd'hui, on ne fait pas spécialement attention à ça. Non, on ne fait pas spécialement attention à ça, mais il y en a qui font attention à ça, que 2 jours avant Pessah, ils ne mangent pas de chaud, en tout cas pas de chametz chaud, pour ne pas que pendant Pessah, il peut s'ouvrir à l'intérieur quelque chose. Ça, c'est pas obligatoire. Par contre, tout ce qui est appareils numériques, les appareils photo, les téléphones, les trucs, tout ça, il faut bien laver. Et l'aspirateur, il faut bien sûr enlever le filtre et bien le frotter pour qu'il soit propre, parce que dans l'aspirateur, 100% il y a du chametz. Oui, Ça, c'est clair. Ça, c'est Oui, sûr. ça, Ça, il n'y a pas de secret. Moi, après le Shabbat, quand les enfants étaient là, mais oui. Ah ouais, non, je suis sûr. Bien ce qui est sûr. rentré dedans. Mais Donc oui. ça, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Alors. Sans forme, on va les aimer. Il y a des dentifrices spéciales cachés, les Oui, Pessah bien aussi, sûr, on va hein? parler de ça, bien sûr. Pardon. Alors, d'abord, les produits comestibles en règle générale, tout ce qui est sucre, tabac, épices, huile, etc. On fait très attention à ce que ça n'ait pas touché du chametz. Il y en a qui ne mangent pas du tout. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en règle générale, dans l'année, on fait attention de ne pas être trop strict non plus. Dans tout, en règle générale, il faut faire les choses bien. C'est bien de rajouter un petit peu pour faire mieux que ce qu'il faut. Mais il ne faut pas trop exagérer non plus, sinon c'est plus vivable. D'où on sait ça? Parce que le mot minag, qui veut dire coutume, ça a les mêmes lettres que Gehenom, qui veut dire enfer. Donc, quand on en veut en faire trop, à la fin c'est plus une vie, c'est un enfer. Mais par contre, le jour de Pessah, comme c'est très important, on va expliquer pourquoi, de ne pas manger de chametz pendant Pessah. Donc toutes les coutumes, même si des fois qui veulent rien dire, on dit rien et on fait. Il y a des fois, c'est des trucs qui veulent rien dire. Mais c'est comme ça, coutume de Pessah, on fait. On veut faire au max, au mieux. Par exemple, vous rentrez chez nous à la maison pour Pessah, c'est Star Trek la cuisine, c'est tout en papier aluminium, tout... Il n'y a rien qui touche de ce qui avait touché avant Hametz. Parce qu'à la cuisine, il n'y a que du Hametz en général là-bas. C'est tout est recouvert, tout. La table, tout est recouvert, laissez tomber. Imaginez-vous qu'il y a beaucoup de Marocains, des Tunisiens, qui ont l'habitude de repeindre leur maison toutes les semaines Pas avant seulement, Pessah. pas seulement. Et beaucoup d'Ashkénazes qui faisaient ça aussi avant, peut-être. Ouais, voilà. Oui, chez nous, oui. Ouais, voilà. Dans ma famille, oui. Voilà. Chaque année. Les religieux, c'était Oui, chaque une année. fois par an, c'était on repeignait la maison. Parce qu'il y avait des... Ah oui, on ne se rend pas compte de ce qu'ils faisaient Ah oui. avant par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile Moi, je me aujourd'hui. souviens. Moi, je me rappelle, mes grands-parents, ils nous disaient que quand ils nous voyaient nous faire Pessah, et ils nous disaient qu'on faisait comme ce qu'ils faisaient eux en Algérie. Ça veut dire qu'on mangeait que des pommes de terre, que des bananes, de la viande, quelques légumes, on enlève la peau des légumes pour ne pas C'est que, au moi, cas les où, poulets. c'est comme ça qu'ils Mais faisaient pas avant. Les poulets. Aujourd'hui, on va au magasin, on achète Kachar les Pessah, c'est hyper facile, vous vous rendez pas compte avant de commencer. C'est vrai. Et nous, on fait comme c'était avant. On fait vraiment comme c'était avant. Pessah, c'est la guerre. C'est Pessah. Et l'histoire, c'est qu'on peut rien dire. Donc il y en a qui mangent pas de sucre,
Il y en a qui mangent que du sucre, mais c'est que s'il a été liquéfié avant Pessah. Il y en a qui prennent pas de sel, ou alors que du gros sel qui l'écrase pour être sûr qu'il n'y ait pas du chametz qui s'est mélangé avec. Donc il y a vraiment énormément de coutumes, et il faut faire par rapport aux coutumes de chacun de sa famille. Et plus vous voulez faire, plus vous vous renseignez, plus vous comprendrez la raison pourquoi on fait comme ça. Et à ce moment-là, vous prendrez la décision, vous et votre mari, bien sûr, de voir si vous voulez le faire ou pas. Parce qu'il faut toujours prendre la décision à deux dans ces cas-là, surtout que Pessah est très compliqué. Par exemple, le lait, il y en a qui ne prennent pas de lait du tout pendant Pessah, sauf pour les enfants. Il y en a qui n'achètent rien, tout ce qui est fromage, rien du tout. Maintenant, la coutume Chabad, elle est simple. Tout ce qui est fait en usine, on n'achète pas. Kasher les Pessah, pas kasher. Tout ce qui est fait en usine, on n'achète pas. Les seules choses qu'on achète en usine, c'est le vin, il n'y a pas le choix, les matzot, et encore il y en a qui font leur matzot. Tout le reste, c'est des légumes. Légumes, la viande, du poisson, tout comme ça. C'est tout. Mais tout ce qui est fait dans des bocals, tout comme ça, rien. Donc vous imaginez bien que c'est pas évident de faire à manger. Non, parce que même pour les enfants, petit déjeuner, il faut faire soi-même des cakes, Ah des oui, biscuits. mais non, les biscuits, on fait pas de biscuits. À l'époque, non, ils ne faisaient pas les biscuits. Non. Rien. On n'utilise pas la farine de matzah pendant Pessah. Rien. C'est salade de fruits. Les batanes, les enfants. Salade de fruits pendant Pessah. C'est comme ça. Non, dans ma famille. Oui, non. Et même les omelettes, c'est pas évident parce que nous, on n'achète même pas l'huile, puisque c'est fait en usine. Non, on ne faisait pas. Non. Mais Pas d'omelette. œufs. Pas de frites. Oui, mais œufs. Rien. Oui. Mes parents, ils mangent encore à l'huile, donc on pouvait manger des frites à Pessah. Mais mes beaux-parents, ils ne mangent pas. C'est rien, Pessah, c'est la neige. Non, mais les enfants, leur petit déjeuner, ils mangent comme ça un fruit. Bien sûr, pourquoi pas. Non, ils aiment bien qu'il y a les enfants, ça ne les dérange pas du tout. Matzah. C'est les parents que ça dérange plus. Parce Moi, que je fais un régime 8 jours, moi. Non, mais pour les enfants, c'est permis. Quand même. Alors, comment fonctionne la matzah? Alors, qu'est-ce que c'est le chametz? Alors, on va parler un petit peu du chametz et en même temps de pourquoi il faut faire très attention au chametz. Le chametz, c'est connu que le chametz, c'est le yetzer hara, c'est le mauvais penchant. Ok? Et donc, on doit faire la bdika, la vérification, le soir de Pessah, la vérification du chametz. Pourquoi? Parce que, pourquoi on fait le soir, pourquoi on ne fait pas le matin? C'est mieux le matin, non? On voit mieux. Oui, on voit mieux. Ah bah oui. Des khatramets. Ouais. On doit faire ça le soir. Pourquoi le soir? soirs. Parce que à quel moment il y a les pires problèmes qui se passent dans le monde en règle générale? C'est la nuit. Pourquoi? Très simple. Le yetzer hara, il a la force de se réveiller pendant la nuit. Lorsque tout le monde dort, lui il se réveille. Et il vient et il fait son travail. Donc le yetzer hara, on doit le rechercher là où il est réveillé. Mais qu'est-ce qu'on prend comme bougie pour aller le chercher? On ne prend pas une torche. On prend une bougie d'une seule lumière. On doit faire très attention à ça. Et on ne prend pas une bougie avec de l'huile, on prend une bougie en cire d'abeille. Pourquoi? Parce que on doit faire très attention que, la brouillotte. On doit faire attention que le yetzer hara ne va pas se sauver en voyant la lumière. Si c'est une torche, il va dire on veut me brûler, je me sauve. Et deux, si on prend avec de l'huile, on va faire comme ça couler, ça va tomber sur les habits, c'est pas bon, on va pas vraiment bien chercher. On doit prendre une bougie qui va pas être problématique pour personne, ni qui va faire peur au chametz, ni qui va nous embêter à nous. C'est pour ça qu'on prend une bougie en cire d'abeille, parce que ça fait une belle lumière et on peut bien voir. Tellement on doit faire attention à faire la vérification du chametz la veille de Pessah, l'avant-veille de Pessah, pardon, qu'on ne doit même pas étudier la Torah. On ne doit pas faire rien d'autre, pas manger rien. On doit faire d'abord la vérification du chametz. Tellement c'est important. Pourquoi? Parce que le yetzer hara, le mauvais penchant qui se trouve à l'intérieur de nous, la veille de Pessah, on a la possibilité de l'attraper et de vérifier un petit peu où il se trouve à l'intérieur de nous. Et le soir de Pessah, on vient avec une petite bougie pour lui dire t'inquiète pas, juste on te cherche, on te met de côté dans un sac, on va rien te faire, t'inquiète pas, viens, n'aie pas peur. Et on doit faire une réflexion pour savoir où est-ce que le yetzer hara nous embête en règle générale dans la vie tous les jours. Et on doit aller doucement, avec ruse, doucement pour trouver où est-ce qu'il est. C'est pour cela que lorsque le soir on fait la bénédiction, on va dire kol chamira de chamira, tout le chametz que j'ai trouvé, tout le chametz que je n'ai pas trouvé, je l'annule. Mais tout le chametz que j'ai trouvé, je ne l'annule pas. Je le garde. Pourquoi? Parce que je vais le brûler demain. Pendant la nuit de la vérification du chametz, on doit
apprendre de son Hametz, on doit apprendre de son Yetzer Hara, réfléchir où est-ce qu'il nous a embêté l'année précédente pour savoir comment gagner l'année qui arrive. On ne doit pas le tuer direct, on doit d'abord l'étudier. Comme un professeur qui fait des recherches. On doit vraiment rechercher, savoir où est-ce qu'il est le Yetzer Hara, dans chaque petite chose de notre vie. Seulement le lendemain, on pourra le brûler. Lorsqu'on l'aura bien étudié, qu'on saura où est-ce qu'il est, alors en ce moment on pourra l'étudier. Tellement que vous savez que s'il y a un mur qui touche deux maisons, et que de l'autre côté il y a une personne et qu'il y a un trou entre les deux, alors nous on doit mettre la main jusqu'au fond, là où au maximum possible, le reste c'est plus notre problème. La même chose de son côté, elle doit mettre la main pour vérifier où est-ce qu'il y a du Hametz, jusqu'à que ça m'arrive. S'il y a de la place entre les deux et quelque chose au milieu, c'est pas grave. Avant il y avait des gros murs comme ça, aujourd'hui c'est plutôt rare. Mais avant ça, il y en avait pas mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait cette histoire? C'est que des fois on a deux personnes, deux amis, qui ont des problèmes entre les deux. Il y a une marloquette, il y a un souci. Et ils ne se parlent plus. Alors chacun de son côté doit faire son maximum pour aller faire un pas vers l'autre. Jusqu'où il doit faire ce pas? Jusqu'à que sa main arrive au maximum. C'est-à-dire qu'il doit faire son maximum. Si de l'autre côté il n'y a pas de retour, c'est déjà sans plus son problème. Mais lui doit faire son maximum pour arriver jusque là-bas. Et de l'autre côté lui aussi. Et lorsque les deux vont, en général, ils se retrouvent. Avant Pessah. Avant Pessah. Parce qu'on doit tuer son Yetzer Hara. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être en paix avec quelqu'un? En général, c'est l'ego. Parce que si on sait dire, allez, tu sais quoi, c'est pas grave, j'oublie, automatiquement l'autre aussi va dire la même chose. Et ça va bien aller. Ça marche comme ça dans le couple, ça marche comme ça avec les amis. Bah oui, si au bout d'un moment on dit, allez, tu sais quoi, c'est une bêtise, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? On est quand même un couple, on est heureux, qu'est-ce que tu veux te prendre la tête pour une bêtise? T'as pas ramassé une chaussette? Oublie la chaussette, viens, on passe à autre chose. Non, ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu, ouais, c'est clair. C'est clair, non mais c'est vrai. Des fois ça peut être ça, des fois ça peut être autre chose, mais il y a toujours... Le problème c'est que des fois on se dit, pour une bêtise, on est prêt à mettre de côté tout le couple, toute la famille. Des fois c'est des choses importantes qu'il faut arranger, mais qu'il ne faut pas non plus tout détruire à cause de ça. Mettre de côté un moment pour pouvoir réfléchir, en parler, c'est une chose, mais détruire, c'est dommage. Après, c'est ça ça qui- recommence. Bien sûr que ça recommence. Qu'est-ce que vous croyez que les hommes ne sont pas les mêmes? Ils sont tous les mêmes. Hein. Et les femmes aussi. Hein. Tous les mêmes, il n'y a rien à faire. C'est la deuxième chaussette. C'est la deuxième, bien sûr. Et après, ils ne sont pas ensemble. hein. C'est ça le pire. Donc maintenant, la question elle est que le Hametz, c'est quoi? C'est du pain. Et pourquoi est-ce qu'on doit enlever le pain? Parce que le pain, c'est un petit peu les tavotes, les plaisirs qu'on a. On doit enlever tous ces plaisirs qu'on a pour manger, que manger, manger, manger. On doit les mettre de côté, on doit essayer de penser à autre chose. Mais, en fait, il faut chercher le Hametz, où ça? À l'extérieur ou à l'intérieur de la maison? Intérieur. À l'intérieur de la maison. Parce que, en fait, très souvent, on se dit, oui, mais quand je suis dehors, je mange des fois pas cachère et tout, mais parce que les Sahara est plus fort. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Si à l'intérieur de la maison, déjà, on est assez fort, alors à l'extérieur, on sera aussi fort. C'est faux de dire que c'est parce que je suis à l'extérieur. Non, c'est pas vrai. Sois fort à l'intérieur de chez toi, travaille sur l'intérieur de toi, à l'extérieur, tu ne seras pas différent. Mais souvent, c'est à l'intérieur de la maison. Et c'est ça qui fait qu'on est faible à la maison, alors on est faible à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi c'est le pain et la matzah, c'est exactement la même chose? Parce que très, très souvent, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient nous dire, vas-y, fais ça, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu as fait ça, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que le pain et la matzah, c'est de la farine et de l'eau. Les deux, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y en a un qu'on a laissé traîner. Un qu'on a laissé traîner, donc ça a gonflé. Et lorsqu'on l'a laissé traîner, qu'on a gonflé, après c'est foutu. C'est ça le problème du pain. C'est pour cela que lorsque on a réussi à attraper le Yetzer Hara, il ne faut pas le laisser gonfler. On a vu qu'on a un problème dans ce détail, qu'il faut faire attention, il ne faut pas le laisser gonfler. Tu dis stop tout de suite. Parce que si tu laisses gonfler, c'est beaucoup plus dur à enlever. Beaucoup plus dur à enlever. Pour cela que c'est très très important de faire attention à faire la vérification du Hametz avant Pessah pour enlever ce Hametz, pour recommencer à zéro. Et c'est pour cela que pendant tous les jours de Pessah, c'est pas seulement une mitzvah de manger de la matzah, c'est une mitzvah de faire attention que le Hametz n'y en ait pas. Parce que c'est deux choses différentes. Un, de manger de la matzah, de faire du bien. Deux, d'enlever le Yetzer Hara, c'est une autre mitzvah. Et les deux sont importantes, et les deux doivent être ensemble pendant Pessah.
Maintenant, quand vous allez acheter des matzot, il y a plusieurs sortes de matzot. On a expliqué déjà très rapidement qu'il y a les matzot qui sont faits avec des machines, et nous on doit manger des matzot qui sont shmorot. Shmorot, c'est-à-dire qui sont gardés, qui sont faits à la main. Mais même dans cela, il y a plusieurs styles. Il y a les matzot qui sont faits avec du pain complet, il y en a qui sont faits avec du truc là, il y a plein de styles. Mais il y en a une qui coûte plus cher, qui s'appelle le Tanour Rishon. Tanour Rishon, c'est la première qui sort du four, le premier, au début du matin quand on commence à travailler. Celle-là, elle est à 1000% kasher les Pessah. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de farine avant là-bas. Il n'y a rien eu avant. Parce que la deuxième, c'est sûr qu'on a vérifié que c'est propre et tout, et que c'est kasher les Pessah, c'est certain. Mais la deuxième, il y a, on va dire, un 0,0000001% que peut-être il restait une graine de petite farine qui n'a pas été enlevée, puisqu'on a déjà commencé à travailler. Alors que la première qui sort du fond, il n'y a rien eu d'autre avant. Donc c'est celle qui a 1000% kasher le Pessah. Et celle-là, Tanour Rishon, ceux qui ont la possibilité d'acheter 1 kilo de Tanour Rishon, vous la gardez spécialement pour le Seder de Pessah. Et si vous voulez être sûr qu'elle est bonne, vous achetez de la fine. Donc vous demandez de la fine Tanour Rishon, ça c'est le secret, je vous le dis. Oui, fine Tanour Rishon. À combien d'endroits ils font des matzot? Donc il y a pas très beaucoup. peu. Il y a très peu de Tanour Rishon. Le premier, Ça fait déjà. Chaque jour, c'est pas parce que c'est que le premier. Il y a combien dans le monde? Il n'y a pas beaucoup. Ça vaut très cher et c'est sur réservation, c'est pas évident. Bah oui, c'est ça. Mais si vous pouvez en avoir, grâce à Dieu, ça fait déjà 6-7 ans que vous arrivez à avoir un petit kilo. C'est spécial, on la garde vraiment pour le Seder de Pessah. C'est spécial, c'est un origine. Et en plus, si elle est fine, elle est encore meilleure. En tout cas, vous savez maintenant. Vous savez que quand vous allez acheter, vous demanderez ça. Si vous pouvez avoir, vous pouvez. Sinon, c'est très difficile à avoir, je vous préviens. Mais si vous pouvez, c'est encore mieux. Alors, combien de temps il faut pour que la matzah soit cachère? Ça, vous savez. Il faut maximum 18 minutes. Mais 18 minutes après qu'elle est cuite. En règle générale, je ne sais pas si vous avez déjà visité Vous avez déjà montré une vidéo de ça? Peut-être j'ai vu ça à la télé ou... Oui, sur Internet. En général, je le mets sur Facebook avant de faire ça. Moi, je connais, personnellement. Ah, tu es parti voir? Non, parce que chez tu nous... faisais à la maison? Oui. Ah ouais. Ils font très vite. Mais c'est 18 minutes à partir du moment où on met l'eau... À la seconde où l'eau a touché la farine, maximum 18 minutes. Pétrissage. Mais en général, après 13 minutes, c'est déjà fini. En fait, il y a une sorte d'ampoule comme ça. Lorsqu'elle s'allume, c'est que 10 minutes est passé. Normalement, il faut que ce soit déjà envoyé, quoi. Et ça arrive des fois où il doit siffler. J'étais là-bas parce que c'est à Kfar Chabad, c'est juste à côté de la yeshiva où j'ai étudié. Et donc là-bas, il y a des copains qui travaillaient là-bas. Donc j'étais sur place, je regardais un petit peu. Et lorsque l'ampoule s'allume, oula, il est là avec son chronomètre. Il y a deux qui sont un chronomètre et il bouge tout le monde. Là, en général, il faut que ce soit déjà fini après 12 minutes, 13 minutes, c'est le maximum. Il faut que ce soit fini parce que le problème, c'est qu'après, il faut tout laver. De A à Z. Tout laver. Parce qu'à partir du moment où 18 minutes est passé, c'est du chametz. C'est vraiment du chametz. Donc tout doit être lavé à 100%. Et il y a un mashgiach devant chaque établi qui vérifie chaque chose. Tous les rouleaux à pâtisserie, toutes les tables, qui frotte, qui vérifie, il passe, il met son doigt. C'est une furie. C'est un stress, ça. Ah, c'est un stress énorme de travailler là-bas. Du matin au soir, ils sont là-bas, et celui qui est dans le four, il y a une chaleur là-bas. Une folie. Alors, en général, c'est toujours le même qui fait, parce qu'en fait, il travaille pendant 6 mois, et après 6 mois, il n'a pas besoin de travailler. Parce qu'il travaille 6 mois depuis après Kippour, après Sukkot, il commence, jusqu'à Pessah, après c'est fini. Il attend, et il gagne assez pour pouvoir payer, donc il travaille 6 mois. Mais c'est un travail très difficile. Alors j'ai vu une fois en Israël, pas à Kfar Chabad dans un autre, où celui qui amène le bâton, vous savez, avec toutes les matzot qui sont là comme ça, là une 7-8 comme ça, il est en roller. C'est très marrant à voir. Il passe très marrant à voir. Extraordinaire. Il y a une vidéo sur Internet à chercher, c'est extraordinaire. Alors maintenant on va parler des produits non comestibles. Par exemple les gants. Alors les gants, il faut faire très attention parce qu'il y a de la poudre des fois sur les gants pour pouvoir les mettre plus facilement. Alors tous les gants avec poudre, on ne peut pas les prendre à Pessah.
Donc on peut prendre... C'est talc, je pense. Ouais, mais on ne peut pas les prendre à Pessah. Donc il faut acheter des gants, si vous avez besoin de gants, sans poudre. Donc ça, il faut faire attention à ça. Ok? Les ballons d'anniversaire, très souvent, ils sont aussi couverts d'amidon, pour que ça reste bien. Et donc interdit pendant Pessah. C'est caché les Pessah, normalement. Mais Oui, pas mais les on prend pas. amidons comme ça. Oui. Parce que le problème, c'est qu'à Pessah, c'est pas seulement qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas que ça nous appartienne. Oui, c'est ça. Et donc, comme il y en a dessus, ça nous appartient. C'est ça qui est problématique. Vous comprenez? Le cirage, en général, on a le droit de l'utiliser pour Pessah. D'accord? Les chaussures. Ouais, le cirage pour les chaussures, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas consommable. Jamais ça va nous arriver de mettre le cirage dans la bouche et d'en manger. Donc, c'est pas un problème. Mais l'amidon, ça, c'est vraiment fait à base de blé. Donc, ça, c'est interdit. Amidon, c'est pomme de terre. Ça dépend. Mais ça dépend. Souvent, Oui, pommes de terre. Il y a aussi Mais on ne sait jamais. Mais on Non, ne sait pas. Souvent, c'est fait avec du blé, donc c'est problématique. La vaisselle en plastique, en général, il n'y a aucun problème. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter avec le tampon Kasher Pessah parce qu'il y a déjà eu des mélanges, mais disons que c'est tellement rare qu'il n'y a pas de problème. Par contre, étant donné que les assiettes en carton, il y a une sorte de film dessus, si vous les utilisez à froid, il n'y a pas de problème, mais à chaud, on n'utilise pas à Pessah. Déjà, en général, on n'utilise pas le chaud tellement avec du carton, mais à Pessah, on n'utilise pas de carton à chaud. Ça, c'est sûr. Ok? Tout ce qui est colle, la colle pour coller les choses, si c'est à base de farine, c'est interdit. Donc, faire attention si vous avez de la colle à la maison, ou de la vendre à Pessah, ou de vérifier que ce n'est pas fait avec de la farine. Tout ce qui est cigarettes et tabac, il y en a qui ont vu beaucoup, il y a des rabbins qui ont vérifié les cigarettes, il y en a beaucoup qui sont faits à base de composants avec des substances de chametz. Donc il y en a qui ont l'habitude de pas du tout fumer à Pessah. Pourquoi? Parce que les feuilles pour faire des cigarettes sont trempées dans de l'alcool. Et l'alcool c'est fait à base d'orge, et donc c'est interdit, parce que c'est un des 5 céréales. Donc c'est de toute façon interdit. Maintenant il y en a qui permettent de fumer ces cigarettes parce qu'ils ne sont pas consommables. On ne peut pas la manger la cigarette. Donc il y en a qui permettent, il y en a qui disent qu'il faut vraiment faire attention. C'est dans la bouche. Ça arrive dans la bouche en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui il y en a qui fument pas du tout, il y en a qui disent que ok, disons que c'est assez compliqué comme histoire. Mieux pas fumer. Les produits de toilette et les cosmétiques. Alors si vous allez sur tous les ans, ils mettent à jour la liste, mais sur Consistoire de Paris, il y a une liste de produits qu'on peut utiliser pendant Pessah, qu'on peut acheter. En général, il y a Den Shoulders pour les shampoings, qui n'a pas de blé dans l'intérieur du tout. Il y a Dove, qui n'est pas problématique. Mais bon, il faut aller voir là-bas. Le plus problématique, c'est le liquide vaisselle, parce que ça touche la vaisselle qu'on va manger. Parce qu'encore les cheveux, bon, ça peut arriver dans la bouche, mais c'est déjà moins problématique, c'est pas tellement consommable, etc. Mais par contre, le liquide vaisselle et le dentifrice, c'est quelque chose qui arrive dans la bouche, sûr. La crème pour les mains aussi, c'est sûr, c'est problématique. Donc, ou le talc, ou même le rouge à lèvres. Ça, ou le crème à maquillage, ou alors le parfum. Tout ça, c'est des choses qui sont directement liées au corps. Et ça, c'est sûr qu'il faut faire très, très, très attention d'acheter du kasher. Donc, allez voir sur Internet, Consistoire de Paris, il y a une liste des choses qui sont permises. Pour les femmes, je sais, ma femme, elle prend toujours que Christian Dior pour Pessah. C'est un des seuls qui est permis le parfum pendant Pessah. Moi, j'utilise jamais de parfum. Je suis allergique au parfum, donc ça. Il n'y a pas de problème. Mais le déo, que j'ai pas vraiment. Mais le déodorant, c'est la même chose, hein, il faut vérifier. En général, c'est le Dove, je crois, qui est celui qui est permis. Ouais. Alors, alors, pour les médicaments, il faut faire aussi très attention de vérifier. Oui, alors, pour le médicament, le mieux, c'est de demander au docteur Greenberg. Comment? Le docteur Greenberg, il a une liste des médicaments qui n'ont pas de chametz à l'intérieur. Donc si vous avez des médicaments qui sont spéciaux, demandez toujours. Souvent, il y a les mêmes qui se ressemblent et qui pour 8 jours, ce n'est pas la fin du monde de changer pendant 8 jours. Des fois, il y a des médicaments qu'il n'y a pas. Alors à ce moment-là, il faut demander au docteur, est-ce qu'on peut arrêter pendant 8 jours ou est-ce qu'on est obligé? Dans les cas où on est obligé, ce qui peut arriver, alors on essaye de ne pas prendre des choses à mettre par la bouche, mais ou par seringue, ou en suppositoire. Et là, c'est pas problématique parce que ça passe pas par la bouche. Mais si même ça, il n'y a pas, alors on met une sorte de papier toilette comme ça, ou de papier
autour de la pilule qu'on va avaler, et à ce moment-là, on n'a pas avalé le truc, on a avalé avec quelque chose, donc, parce que c'est dans des cas où on n'a vraiment pas le choix. Les gens âgés qui peuvent avoir... Oui, dans les cas où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. C'est pas évident, ça. Ok? Mais on va aller dans le papier. Alors, pour l'homéopathie, c'est encore plus problématique parce que le principe de l'homéopathie, c'est de diluer tous ces trucs à l'intérieur. Déjà que c'est problématique parce qu'il y a beaucoup d'insectes à l'intérieur. L'homéopathie, c'est énormément. Plantes. Plein. Normalement, c'est plantes. Des plantes, aussi des insectes. Ah oui, beaucoup plus ça. Mais ça dépend lesquels. Bon, il y a beaucoup d'homéopathie qui n'y a rien en fait dedans. Hein. Mais pour diluer, ils emploient de l'alcool. Le problème, c'est que l'alcool, c'est fait à base de céréales. Et donc, l'homéopathie, c'est très, très compliqué pendant Pessah. Donc, en général, on ne prend pas de choses homéopathiques pendant Pessah. Mais, sauf si c'est un cas de danger ou c'est quelque chose qui est obligatoire, encore une fois, on demande à un rave, on demande à un docteur qui connaît ces détails, et à ce moment-là, on peut prendre. Maintenant, pour conclure, il faut savoir que la matzah est appelée un pain de guérison. C'est pour cela que on a l'habitude de manger la matzah, le premier soir de Pessah, le deuxième soir de Pessah. Le premier c'est pour la émouna, le deuxième c'est pour la guérison. C'est quelqu'un qui manque un petit peu de croyance en Dieu. En mangeant la matzah shmura le premier soir de Pessah, et si quelqu'un on lui donne un petit peu de cette matzah qui reste, ça aide à ce que la foi se réveille plus facilement. Le deuxième soir c'est pour la guérison. D'accord? Donc c'est important de manger cette matzah pendant la soirée de Pessah. Il ne faut pas oublier maintenant de commencer à faire sa vente de chametz. La feuille de vente de chametz, on peut la faire déjà maintenant, en marquant, voilà, on va vendre tout le chametz qu'on a, et on dit les pièces, on va les cacher, parce que la vente ne fonctionne que la veille de Pessah. Mais au moins, c'est signé, comme ça vous êtes tranquille, c'est fait. Comme ça, c'est sûr que vous êtes tranquille, et c'est très très important de faire ça, parce que c'est interdit d'avoir du chametz qui nous appartient pendant Pessah. Ça y est là? La semaine prochaine, on va commencer la Haggadah, dans le texte, comment ça fonctionne les 15 étapes, et on va essayer de donner des explications un petit peu différentes pour que vous compreniez un petit peu chaque chose, pourquoi on les fait, de quelle façon, pourquoi, etc. Comme on a fait l'année dernière en fait. Alright.